merci. Bon, on arrive à la fin de la journée. On a un intervenant exceptionnel. Je pense que vous avez tous compris parce que c'est affiché derrière moi. Est-ce que vous pouvez m'aider à accueillir sur scène Edouard Mendy? Bon, bienvenue. Merci. Bonjour En à tous. effet. En effet, j'ai oublié de préciser parce que c'est aussi écrit, mais meilleur gardien du monde. C'est stylé, c'est stylé. Mais évidemment, il n'était pas né meilleur gardien du monde et on va raconter par quoi tu es passé pour arriver à ce point-là. Et sinon, je voulais aussi juste rassurer les personnes dans la salle. Vous allez pouvoir poser vos questions à la fin si vous en avez. Et je vous encourage à réfléchir parce que le moment que je vous demande de poser vos questions, ça part très très vite. Super, donc, à nous. À nous. À nous. Ton histoire est incroyable. En 6 ans, tu es passé, en gros, de chômeur à Pôle emploi à meilleur gardien du monde. Mais c'est incroyable et c'est un vrai parcours de combattant. C'est le Fighters Day qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est pour vraiment, je pense que c'est le meilleur profil qui nous montre cet esprit Fighters. Et avant peut-être de raconter vraiment cette histoire, j'aimerais juste revenir un peu sur ton enfance. Est-ce que tu rêvais, quand tu étais petit, de devenir ce que tu es aujourd'hui? C'était quoi ton rêve? Mon rêve, c'était carrément ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. Jouer dans les plus gros stades, contre les plus gros joueurs au monde, gagner des trophées, procurer des émotions aux gens, des gens de toute ethnie, de toute provenance culturelle. C'est ce genre de choses que je voulais faire. Et c'est vrai que aujourd'hui, je vis un rêve, le rêve que j'ai toujours voulu accomplir. Et c'est une vraie fierté de vivre ça au quotidien. C'est incroyable. Donc en fait, c'était un rêve d'enfance qui est devenu réalité, évidemment avec un parcours qui n'était pas toujours tout tracé. Donc, je veux du coup commencer par peut-être la partie plus difficile de ton parcours. Il y avait un moment, je crois, qui était assez compliqué, où il fallait peut-être faire un choix. Est-ce que je continue à essayer à me battre ou est-ce que j'abandonne? Est-ce que tu peux nous raconter si tu as vécu ce moment et ce qui s'est passé à ce moment-là dans ton parcours? J'ai vécu ce moment-là et ce moment-là, il était assez long parce que je suis resté sans club 1 an après m'être fait... C'était quand déjà? C'était en quelle année? C'était 2013-2014. Non, 2014-2015. 2014-2015, 2013-2014, c'était ma dernière année à Cherbourg. Et après cette année-là, je voulais vraiment aller en Angleterre parce que pour moi, c'était le pays du football. Et du coup, j'étais rentré en contact avec un agent qui m'a fait miroiter des choses et au final m'a laissé en plan le dernier jour du mercato. Donc, retour à la case départ pour moi. Chez mes parents, alors que j'ai vécu 3 ans tout seul, sans salaire, du chômage, quoi. Donc, c'était une période où on se sent un peu moins que rien, parce que on fait pas ce qu'on aime, on fait pas ce qu'on veut, et puis en plus, on peut pas subvenir aux besoins des gens qui sont autour de nous, et pourtant, on l'avait fait quelques temps avant, donc... c'est quelque chose de difficile à accepter, à avaler. Et oui, j'étais dans cette position-là avec mes frères, sœurs et ma compagne qui sont là. Ça a été un moment très délicat parce que ma compagne qui est ici était enceinte. Donc il y avait une vraie réflexion sur est-ce que je continue à vouloir m'accrocher à quelque chose qui semble ne pas venir, ou aller à la vie normale, avoir un travail comme, on va dire, tout le monde, un travail normal et peut-être vivre éternellement avec ce regret.
Donc, j'ai la chance d'être bien entouré. C'est clair, bravo. J'ai la chance d'avoir des gens qui sont très forts autour de moi, qui, justement, pendant ces moments-là, m'ont beaucoup soutenu. Et je pense que c'est ce qui a fait la différence. Parce que souvent, on dit on ne choisit pas sa famille, mais on choisit son entourage. Moi, je n'ai pas choisi ma famille, mais je suis tombé dans une famille en or. Et mon entourage aussi est exceptionnel avec ma compagne et tous ceux qui m'accompagnent au quotidien. Super, c'est incroyable. Et je pense d'ailleurs, ce que tu racontes, ça doit parler vraiment beaucoup aux gens dans la salle. J'ai l'impression que quasiment tous les entrepreneurs passent au début par des moments un peu comme ce que tu viens de raconter. Des moments très difficiles, on ne sait pas, est-ce que notre idée c'est la bonne idée, est-ce qu'on est en train de raconter quelque chose où les gens vont adhérer, ils vont nous soutenir. Parfois, on peut, par exemple, pour lever de l'argent, on peut aller voir des centaines d'investisseurs, tout le monde peut nous dire non, et on ne sait pas quoi faire, et ça peut durer des mois, parfois des années. Donc c'est vraiment quelque chose, je pense, qui parle aux gens dans la salle. Et est-ce que tu peux nous raconter, est-ce que tu as eu des moments déjà de vouloir abandonner? Est-ce que tu t'es dit, franchement, est-ce que je ne devrais pas juste arrêter? Ouais, franchement, ça m'est arrivé peut-être une centaine de fois. Centaines de fois, Ouais. ah ouais. Ouais, franchement, une centaine de fois où on se dit que ce qu'on fait, ça sert à rien, on brasse un peu du vent et que on a l'impression que le train est passé. Parce qu'on voit des gens qui évoluent avec nous en jeunes, qui sont maintenant à la télé, qui sont professionnels, qui ont un salaire, qui vivent du football, qui vivent de leur passion. Et nous, on est là, s'entraînant jour et nuit, sans compter les heures, et toujours en train d'attendre quelque chose qui va peut-être ne pas venir. Mais comme je l'ai dit, dans ces moments-là, j'ai eu de la chance. J'ai eu ma famille, j'ai eu les gens que j'aime autour de moi qui m'ont beaucoup soutenu. Et je pense qu'aussi dans l'entrepreneuriat, c'est la même chose. Il faut s'entourer des bonnes personnes qui vont vous conseiller du mieux possible pour justement vous aider à développer vos projets du mieux que vous pouvez. Et je pense aussi, il y a un moment où il faut quand même faire un choix. C'est soit j'arrête, parce que franchement, si je me pose ces questions des centaines de fois, peut-être il y a une raison. Ouais. Évidemment, ce n'est pas le cas. Mais pour certains projets, c'est malheureusement le cas. Est-ce qu'il y avait ce moment, je crois que je connais la réponse, parce que la suite, c'est ton arrivée à Marseille. Mais est-ce que tu peux nous raconter, est-ce qu'il y avait un moment où tu t'es dit, soit ça passe, soit j'arrête? Et c'est cette semaine-là. Ouais, franchement, dans l'année où j'étais au chômage, moi je pensais que ça allait durer que 4 mois, que j'allais retrouver un club au mois de décembre, comme il y a une période de mercato au mois de décembre. Et en fait, je me suis retrouvé moi qui évoluais en national, je me suis retrouvé à avoir des propositions de clubs de DH ou CFA2. Ça veut dire que c'est à des années-lumière de ce que je voulais. Et qu'en plus, c'est des clubs d'inférieure division. Donc la rémunération est inférieure. Donc j'étais même mieux dans certaines options qu'on m'a proposées au chômage que si j'avais rejoint ces clubs. Donc c'était vraiment compliqué à accepter. Mais à partir de décembre, en fait, je me suis laissé 6 mois. J'ai dit, OK, je vais vraiment travailler comme un fou et je ne vais pas compter mes heures. Je vais m'entraîner matin, midi, soir. Et c'est vraiment matin, midi, soir. Et au mois de juin, juillet, donc le mercato d'été, si je ne trouve pas de club, je vais travailler, quoi. Donc c'était 6 mois. Ouais. 6 mois la limite. Et si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, j'arrête. Si ça Et passe je fais pas, quoi? j'arrête. Je fais quoi si j'arrête? C'était quoi les options envisagées? Pour moi, c'était le commerce parce que j'étais pas mal dans ça. Mais ouais, franchement, moi, c'était le commerce. En plus, j'avais eu mon bac.
Donc, c'est ce qui était le plus naturel et c'est ce qui s'offrait aussi à moi. Donc j'avais cette opportunité-là. Et plus la date butoir à l'approcher, plus je me rapprochais d'une reconversion du fait que j'allais laisser mon rêve de côté, quoi. Super. J'ai juste envie de savoir, tout ce qu'il raconte, là, j'ai l'impression que ça devrait parler aux gens dans la salle avec les startups. Vous levez la main si c'est le cas. Ouais, voilà. C'est cette histoire c'est hyper dur. Je me donne 6 mois pour voir si ça prend ou si ça prend pas. Je travaille hyper dur jusqu'au bout. Tu as détaillé rapidement ce que c'est travailler dur, mais j'aimerais bien que tu nous racontes encore plus. Matin, midi, soir, mais c'est quoi vraiment? Moi, déjà, j'avais la chance d'habiter au Havre. Donc, le Havre, qui est mon club formateur, m'a gentiment repris cette année-là pour que je puisse avoir accès aux infrastructures et aux entraînements. Donc, je m'entraînais avec l'équipe réserve. L'équipe réserve, elle s'entraînait 2 fois par jour ou 1 fois, ça dépendait des jours. Mais quand c'était ça, le matin, je m'entraînais avec eux. L'après-midi, j'allais au stade faire tout ce qui est plio, tout ce qui est jeu au pied, tout ce qui est sprint et endurance. Et le soir, j'allais avec les gars de mon quartier. On jouait 2 heures. Je me mettais sur le terrain pour pouvoir avoir cette habilité aussi à pouvoir jouer au pied. J'essayais durant ces 6 mois de me compléter le plus possible, de vraiment, si un club m'appelle, que le club se dise il n'a pas de défaut, c'est celui qu'il nous faut. Donc ça a été ça pendant des mois. Il y a même mes frères qui sont là. Il y a des fois, je m'entraînais le matin au Havre, je revenais, je leur disais venez, on va au stade, mettez-moi des frappes ou accompagnez-moi sur mes séances. Donc c'est vraiment ce qui a été mon quotidien pendant 6 mois. Et à la fin de ces 6 mois, je m'étais senti vraiment passer une étape, une marche. Je me sentais plus fort. Et j'attendais juste en fait l'opportunité qu'on pouvait me donner, juste de montrer. Je ne demandais pas qu'on me fasse signer. Je voulais juste qu'on me fasse faire un essai et qu'on voit de quoi je suis capable et surtout la motivation que je pouvais dégager. Super, j'adore cette mentalité je voulais que quand les gens me voient, ils voient que j'ai pas de défaut. En fait, il faut travailler tellement dur, et exactement ce que tu viens de raconter. C'était combien d'heures par jour? Ça représente quoi? Tu commences quand? Tu termines quand? L'entraînement au Havre, c'était on va dire de 9h à 13h, 9h, midi 30, 13h, parce que je restais pour faire du complément en salle de musculation. Ensuite, quand j'allais avec mes frères, c'était jusqu'à qu'ils puissent plus tirer. Waouh. Et ensuite, le soir, avec mes amis, ça pouvait durer 1h30, 2 heures. Super, donc vraiment, c'est ça, travailler dur. J'adore avoir les détails, et c'est clair, ça se voit que tu as travaillé très, très dur. Et donc, ces 6 mois, on arrive à la fin, à peu près. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien. Il se passe rien? Ouais, c'est ça le problème, il se passe rien. J'ai vraiment aucun appel. Et là, je commence à vraiment flipper parce que je me dis qu'en fait, on est sorti du circuit. 1 an dans le football, c'est très long, surtout quand vous n'avez pas été pro. Donc là, je me dis que c'est vraiment chaud parce que je pensais au moins avoir quelques billes et finalement rien du tout. Sauf un club en plus qui m'appelle. En plus, pas loin d'ici, c'est Fleury-Mérogis. Il m'appelle. Donc, je me déplace à Paris. Je vais voir le coach. Donc, je paye un billet de train alors que je n'ai pas d'argent. Je vais là-bas. Il me dit OK, on te prend. Je lui dis OK, je rentre. Je dis à ma famille, je vais signer à Fleury-Mérogis. La semaine d'après, j'appelle le coach, plus de réponse. Oh là là. Ouais. Ça, c'est incroyable. Ouais, c'est chaud. Et on voit ça aussi dans l'entrepreneuriat, malheureusement. Ouais, j'imagine. Et là, franchement, je me dis, wow, même si Fleury-Mérogis arrive à pas me rappeler, où est-ce que je vais jouer? C'est incroyable. Ouais. Et donc, comment ça se fait que tu es arrivé à Marseille?
Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais un ami à Cherbourg qui était venu la dernière année, qui était super proche de l'entraîneur des gardiens de Marseille. Et c'était un des joueurs qui, je me rappelle, quand j'étais à Cherbourg, il me disait, le seul qui peut y arriver ici, c'est toi. Il me disait ça à chaque fois. Il me disait, entraîne-toi dur, continue, lâche rien, tu vas y arriver. Et, moi, je lui disais, ah, mais je suis bloqué en national, tu me parles de réussir en Ligue 1, parce qu'il ne me parlait même pas de Ligue 2, il me parlait de Ligue 1. Et je lui disais, ouais, moi, de toute façon, du moment où j'ai un contrat pro, mon rêve, il est réalisé, quoi. Et il me disait, lâche rien, ça va payer, ça va payer. Et un jour, il m'appelle, c'était après l'épisode de Fleury Méragis, il m'appelle et il me dit, ouais, est-ce que tu es libre? Je lui dis, ouais, pourquoi? Il me dit, il y a Marseille qui veut te voir à l'essai. Et là, je lui dis, je me suis fait carotte il y a 1 an par un agent. Fleury Méragis me rappelle même plus. Toi, tu me parles de l'Olympique de Marseille. Et au début, je le prends même pas au sérieux, quoi. Et ouais, c'est sérieux en plus. Et du coup, je le prends même pas au sérieux. Et il me dit, l'entraîneur va t'appeler. Je lui dis, bah vas-y, donne mon numéro alors. Et après, je me rappelle, je suis à l'entraînement. Et il y a un numéro qui m'appelle. Et je réponds pas. Et on me laisse un message. Et on me dit, ouais, c'est Dominique Bernatovic, entraîneur de la réserve de l'Olympique de Marseille. Et là, je dis, ah ouais, il mentait pas en fait. Et du coup, je rappelle direct. Et le gars veut parler avec moi, il veut comprendre ma situation. Il me dit, ouais, c'est bizarre que tu sois au chômage, j'ai vu quelques vidéos et tout. Il me dit, est-ce que tu peux venir? Je lui dis, ouais. Il me dit, tu peux venir quand? Je lui dis, même aujourd'hui, s'il faut, je suis là. Et il me dit, ok, bah viens demain. Et du coup, j'y vais. Et sur la route, je me dis, c'est carrément tellement j'étais dégoûté des échecs que j'avais pu avoir. Je l'ai dit qu'à 2 personnes. J'ai dit à ma mère, j'ai dit à ma compagne. C'est incroyable. Je l'ai dit à personne parce que je voulais même plus que les gens soient là après échec. Donc je me suis dit, je vais garder ça pour moi. Au pire, ils me prennent pas. Il y a que moi qui le sais, ma mère. Et au pire, ils me prennent. Bah, c'est une bonne nouvelle, quoi. Et du coup, je vais là-bas et je me dis, c'est ma dernière chance. Et en final, quand j'arrive là-bas, je donne tout. Et je pense qu'ils ont. Ce qui a fait la différence, c'est la motivation. C'est même pas les qualités du gardien, au-delà du fait qu'ils cherchaient quand même un gardien compétent, mais c'est la motivation qu'ils ont pu percevoir et sentir qui a fait qu'ils se sont dit, bah, il nous faut un gardien comme ça, quoi. Ça, c'est super. Ça, c'est incroyable parce que c'était soit Marseille, soit la fin. Ouais, c'était soit la fin. J'étais vraiment arrivé à un moment où je pouvais pas me dire, je joue à un niveau inférieur auquel j'aurais pu prétendre, de par le travail fourni, de par toute la volonté que je mettais dedans, je serais vraiment complètement sorti du foot et j'aurais travaillé normalement. Et c'est intéressant ce que tu dis sur la motivation parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent montrer de la motivation. Pas tout le monde ici, si on demande devant les investisseurs ou devant les potentiels cofondateurs ou équipes, vous avez montré la motivation, tout le monde va dire oui. Mais là, c'est peut-être encore plus loin. Qu'est-ce que tu penses t'as dégagé qui montrait vraiment ta motivation? C'était quoi les éléments? Bah, déjà, j'ai arrêté tous les ballons. Bravo déjà. Non, mais je pense que ils ont très bien vu dans l'état d'esprit. Je pense que c'est vraiment ce que vous dégagez, le leadership que vous pouvez avoir, ce que vous allez impulser dans votre équipe. Et je pense que c'est pareil dans l'entrepreneuriat, d'avoir ce côté leader, d'avoir ce côté où on entraîne les gens avec soi, où les gens aussi se sentent en sécurité. Et je pense qu'ils ont ressenti ces choses-là et c'est ce qui a fait la différence avec peut-être d'autres gardiens qui sont venus à l'essai. Super. Et tu racontes tellement bien, j'ai envie que tu nous racontes aussi quand tu as eu la bonne nouvelle.
Ouais, quand j'ai eu la bonne nouvelle, du coup, je finis mon essai et en fait, je devais juste être avec la réserve. Mais comme ça s'est très bien passé, ils m'ont fait monter avec les pros. Avec les pros, ça s'est encore mieux passé. Donc, à la fin de la semaine, l'entraîneur, il me dit, ouais, moi, je veux que lui, parce que mon essai, il n'était pas prévu. Donc, ils avaient déjà prévu de voir d'autres gardiens après. Donc, le coach, il dit, oh, je veux voir plus personne, c'est lui que je prends et tout. Et au club, les dirigeants et tout disent, non, on a déjà prévu les autres essais et tout. Donc, moi, j'ai l'impression de tout donner, que ça y est, c'est parfait et tout. Et ils me disent, non, il faut que tu attendes encore que les gardiens passent à l'essai. Et puis après, on te donnera notre réponse. Mais normalement, tout est OK. Je lui ai dit, moi, normalement, tout est OK, ça n'existe plus, hein. J'ai dit, moi, il faut me faire venir, faire me signer le contrat et me dire, c'est OK. Et il me dit, non, mais tu verras, on ne veut pas trop s'avancer parce qu'on connaît tes histoires et tout, mais tu auras quelque chose de positif. Donc, je retourne au Havre. Ma compagne, ma mère, tout le monde est là. Alors je dis, alors on attend. Et on attend 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et je me rappelle, ils me rappellent le samedi. Et ils appellent parce que moi, en fait, je répondais même pas. Ils ont laissé un message sur le téléphone de ma compagne en disant que mon essai était validé, qu'ils m'attendaient lundi pour signer mon contrat à Marseille. Génial, j'adore. On peut applaudir, je pense, franchement. Ça, c'est un vrai parcours de combattant. J'adore, c'est incroyable. Jusqu'au bout, t'y croyais presque pas. Ouais, j'y C'est croyais incroyable. pas. Tant que j'avais pas fait la signature, j'y croyais pas. Et franchement, quand j'ai signé, c'était vraiment un soulagement. Mais j'étais soulagé pour les gens qui sont autour de moi, en fait, qui vivaient avec moi la situation au quotidien, qui étaient inquiets parce que quand vous voyez quelqu'un qui réussit pas, qui est là échec après échec, qui continue à s'accrocher, mais il n'y a pas d'ouverture, vous inquiétez un peu pour cette personne. Et moi, le fait que ma famille et les gens que j'aime s'inquiètent pour moi, c'est quelque chose qui me mettait quelque chose en plus sur le dos. Donc j'avais vraiment envie que ça parte. Et le premier ouf de soulagement quand j'ai signé, c'était le fait que les gens autour de moi allaient plus avoir cette pression ou allaient plus avoir cette inquiétude autour de moi enfin se disent il fait ce qu'il aime. C'est magnifique. En fait, je vais encore faire un parallèle avec l'entrepreneuriat. Je suis désolée, j'en fais beaucoup. Mais en fait, est-ce que aussi, une fois qu'on signe, on est tranquille, on est en sécurité? Parce que souvent, on a aussi cette impression que dès qu'on a un investisseur ou dès qu'on a trouvé notre CTO, cofondateur, tout va bien se passer par la suite. Est-ce que c'est comme ça? Non, c'est pas comme ça parce que moi, mon parcours aussi a fait que peut-être j'ai dû voir les choses différemment. Peut-être que si j'avais eu un parcours linéaire, peut-être que si j'avais signé un contrat de 2 ans, je me serais dit, ouais, je suis tranquille, ou 3 ans, je suis tranquille. Mais le fait d'avoir connu cette année en dehors des terrains, même si j'avais signé à Marseille, le prochain objectif direct dans ma tête, quand j'ai signé, je me suis dit, perds pas de temps, parce que déjà, c'est qu'un contrat d'1 an, donc tu as tout à montrer. Et ensuite, on est dans une remise en question et un besoin de performance tous les jours. Et c'est quelque chose que je me suis mis. Même pas une pression, c'est des attentes auprès de moi-même que je me suis faites. Et toujours de me dire, repousse tes limites et fixe-toi d'autres objectifs. C'est pas parce que tu as fait cet objectif-là que c'est une fin en soi. Tu as fait cet objectif-là, ok, c'est quoi le prochain? Après, tu atteins l'autre, c'est quoi le prochain? Et quand j'ai signé à Marseille, le premier objectif, c'était de se remettre dans le bain. Et après, je me suis dit, c'est quoi le prochain objectif? Le prochain objectif, c'est trouver le premier contrat pro dans un club où je vais pouvoir ambitionner de jouer, ce qui était impossible à Marseille, parce qu'à Marseille, c'était quand même une légende qui jouait. Donc,
ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, je ne vais pas rester à Marseille pour être numéro 3 ou numéro 4. Il faut que j'aille dans un projet où je sens que je vais pouvoir encore me fixer d'autres objectifs. Et c'est là qu'est arrivé Reims, pardon. Et quand j'ai signé mon premier contrat pro à Reims, et ben, mon objectif d'emblée, c'était de passer numéro 1. Super, j'adore parce qu'en fait, tu as signé, mais tu as gardé exactement le même état d'esprit. Et tu as vu l'étape d'après et tu t'es dit, bah, j'ai déjà besoin de réfléchir à mon prochain objectif. J'adore, je trouve ça super important comme message aussi pour les entrepreneurs. J'ai aussi envie que tu nous parles de peut-être tes premiers jours jouant pour le club. Est-ce que tu te sentais pas, est-ce que tu avais le syndrome de l'imposteur, mais comment tu te sentais en fait? Bah, je pense que c'est hyper important dans ce genre de club, mais dans ce genre de challenge aussi, tout de suite de montrer de quoi on est capable, de nos capacités, aussi montrer notre caractère, parce que on sait qu'on est dans un monde où il faut toujours chercher à s'imposer si on veut continuer à avancer. Donc c'est ce que j'ai fait. Je me suis pas dit je suis le petit chômeur qui arrive et qui avec des joueurs de Ligue 1 qui va se cacher. Non, je me suis dit voilà, je suis comme au quartier, comme quand je joue au quartier. Si au quartier je gueule sur les gars, à l'OM je vais gueuler sur les gars parce que c'est moi. Et ils m'ont pris pour mes qualités, donc je me suis pas laissé impressionner. J'ai été d'emblée avec le groupe pro. Et ça va très vite parce que c'est la Ligue 1, c'est des joueurs internationaux, c'est des joueurs qui jouent la Ligue des Champions, l'Europa League tous les ans. Et il fallait que je me mette au niveau rapidement. Donc dès que je suis arrivé là-bas, j'ai continué à bosser deux ou trois fois plus. Bon, sans mes frères qui frappaient là, mais j'ai continué à bosser deux fois plus. Et pour combler justement ce retard qui aurait pu avoir de par cette année sans club. Super. Je vais malheureusement sauter des étapes de ta carrière parce que je veux garder du temps pour les questions de la salle. J'aimerais aussi parler de ton arrivée à Chelsea. Comment tu l'as vécu? Comment c'était par rapport à ton arrivée à Marseille? C'était un peu les mêmes conditions, hein, parce que Marseille m'ont appelé, j'y croyais pas, et Chelsea m'a appelé, j'y croyais pas non plus. Donc, pourquoi tu croyais pas à ce moment-là? C'était un peu les mêmes conditions. Non, mais on parle de Chelsea, on parle d'un club qui a gagné avec des champions, qu'un club qui a gagné je sais pas combien de titres nationaux et internationaux. Donc on parle d'une pointure au niveau européen et au niveau mondial même. Donc moi, j'ai toujours l'habitude aussi de regarder d'où je suis parti pour continuer justement à avoir cette motivation, je dirais cette dalle de continuer à avancer et toujours me fixer d'autres objectifs. Donc, quand un club comme Chelsea toque à votre porte, là, vous vous dites, dans les objectifs que vous fixez, vous avez franchi une très, très, très grosse étape parce que là, c'est ce qui se fait le mieux au monde. On attend de Chelsea de gagner une Ligue des Champions, de gagner des championnats. Et un club comme ça vous appelle, vous dit que c'est le seul gardien, vous êtes le seul gardien qui veulent cet été. Et là, ça met un coup. Et du coup, on est là, on attend pendant que les clubs négocient parce que, voilà, comme à Marseille, ça peut ne pas se faire. Donc, on est là dans le stress, avec toute la famille, on stresse parce que c'est vraiment l'accomplissement de quelque chose de signer à Chelsea. Et au final, ça se fait. Donc, on arrive là-bas et puis directement, quand vous marchez dans les couloirs, vous voyez qu'il y a des photos avec tous les trophées qu'ils ont pu remporter. Donc, vous savez que là, vous êtes là uniquement pour la performance, pour gagner des titres. Et c'est ce qui est un peu différent des autres clubs où j'étais, parce que dans les clubs où j'ai été, c'est, oui, la performance, mais à la fin de l'année, il n'y a pas mort d'homme si vous ne gagnez pas de titre. À Chelsea, si vous faites une année sans titre, là, c'est la pagaille. Donc, je pouvais ressentir déjà cette pression quand j'ai signé. Ensuite, j'ai croisé des grands joueurs.
Ça m'a mis dans le bain direct. J'étais un peu dans le même état d'esprit que quand je suis arrivé à Marseille, sauf que là, c'était la step supérieure avec des joueurs et des défis incroyables à relever. Super. Et juste une petite question, parce que tu l'as mentionné avec Marseille, mais est-ce que tu ne croyais pas pareil jusqu'au moment de la signature? Ah ouais, j'y croyais pas pareil. Hein. Mais là, c'était différent parce que c'était mon club qui voulait pas me laisser partir. Donc là, c'était différent. D'accord. Donc au bout d'un moment, tu Ouais. lâches un peu, tu crois quand même, c'est bien. Du coup, je vais passer plutôt sur les choses un peu plus récentes. Comme ça, si vous avez des questions plus sur la carrière sportive, je vous laisse quand même la place pour vos questions. Tu étais à Davos récemment. Ouais. C'était la première fois? Ouais, c'était la première fois. Raconte-nous, c'était comment? Davos, c'était incroyable parce que vous avez quand même les personnes les plus importantes et les plus influentes de notre monde, j'ai envie de dire. Donc, de faire partie de ce forum, c'était un immense privilège et une immense fierté. J'ai pu voir Ronaldo, par exemple, qui est pour moi le meilleur joueur de tous les temps. Et j'ai pu discuter avec lui. Et quand je me disais, il y a 6 ans, j'étais en train de frapper au stade tout seul. Et là, je parlais avec Ronaldo. Je me disais, c'est incroyable. Et j'ai pu échanger autour de l'impact du football sur l'impact sociétal du football. Et c'est quelque chose qui me parle parce que, comme je l'ai dit, je fais du foot et c'est quelque chose que j'aime vraiment parce que c'est quelque chose qui peut nous permettre de transmettre des émotions, qui peut nous permettre de voir d'autres choses, d'autres cultures et tout simplement d'apprendre sur d'autres personnes. Donc ce sommet, c'était le meilleur moment pour en parler. C'est super. Et dans un même esprit un peu économique, il y a quelque chose que tu vas annoncer lundi, me semble. Ou peut-être c'est annoncé là aujourd'hui, je ne sais pas. C'est un premier investissement? Ouais. Dans une start-up? Oui, dans une start-up. C'est super. Ouais. Est-ce qu'on peut applaudir déjà? Déjà, parle-nous, qu'est-ce qui t'a donné envie d'investir dans une start-up? Et parle-nous un peu de ce projet, comment ils t'ont séduit, entre guillemets? L'investissement au niveau des startups, c'est venu déjà de la part de mon frère Oussama, qui est aussi mon conseiller, qui m'a dit de jeter un œil sur ça. Donc on a commencé à regarder et il m'a dit que voilà, quels sont les sujets qui pourraient t'intéresser à développer en dehors du fait d'investir dans des startups. Je lui ai dit que moi, il y a quelque chose que j'aimerais approfondir, c'est au niveau de l'éducation. Je pense que voilà, c'est très important, l'éducation. Apprendre, transmettre, c'est quelque chose de primordial. Donc j'avais vraiment cette envie-là. Et Oussama est venu avec un projet, PowerZ, Powers, qui m'a dit écoute Edou, je pense que tu vas bien aimer parce que ça allie un peu tout ce que tu cherches. Donc c'est des jeux éducatifs pour enfants. Aujourd'hui, on est dans une société très connectée où malheureusement nos enfants passent beaucoup de temps sur les tablettes à regarder des dessins animés ou à faire des jeux sans vraiment de but. Et avec Powers, on a la chance d'allier les deux, c'est-à-dire que les enfants peuvent prendre du plaisir, mais tout en apprenant. Et ça, je pense que c'est ce genre de projet qu'il faut promouvoir et d'en faire partie. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel pour moi. Bravo, franchement, premier investissement. Et bravo à Powers aussi. J'imagine qu'ils doivent être ravis d'avoir Edouard Mendy dans le cap table. Est-ce qu'il y a d'autres sujets à part l'éducation qui pourraient aussi t'intéresser? Oui, je pense que l'éducation, c'est vraiment
le sujet qui me tient à cœur, mais il y a aussi d'autres sujets comme les énergies renouvelables. Je pense que c'est quelque chose qui est malheureusement devenu vital pour nous. Il faut vraiment s'y pencher maintenant pour avoir des chances de bien vivre nos années-là et dans les prochaines décennies. Donc c'est quelque chose qui m'intéresse fortement et on ne sait pas, peut-être ici quelqu'un va développer quelque chose au niveau des énergies renouvelables. Super. Qui a un projet énergie renouvelable ou éducation, juste hein? Ok. Soyez pas timide. Hein. Non, super. Pas juste investisseur, mais investisseur impact. C'est exceptionnel. Bravo. Je vais maintenant passer la parole aux personnes dans la salle qui ont envie de poser une question. Vous levez la main, vous posez une question, hein, pas de commentaires, pas de... Et essayez de faire court et rapide, comme ça on peut traiter beaucoup de monde. Première question ici. Bonjour Edouard, bonjour Roxane. Tu as parlé des sujets qui t'intéressent. Et moi, je voudrais te poser une question sur ton territoire, donc le Havre. Comment tu pourrais investir dans ton territoire, les choses à changer? Moi, je suis coordinateur des Déterminés au Havre. On a lancé une promo il y a quelques mois et je sais qu'il y a plein de choses à faire. Donc, comment tu t'investis sur ton quartier Cocrioville et sur la ville? Comme je l'ai dit, moi, c'est toujours par rapport à l'éducation. Comme je l'ai dit juste avant, je viens d'investir dans une start-up qui justement s'occupe de cette branche. Et c'est quelque chose que j'ai prévu déjà de faire au Havre. Donc toujours par rapport à l'éducation, vraiment la promouvoir. Ensuite, il y a aussi au niveau sportif. Le club de ma ville, j'y suis très intégré, j'y suis très impliqué. Avec le Covid, malheureusement, il y a des projets qu'on n'a pas pu emmener à leur fin, mais Dieu merci, ça va un peu mieux. Donc, il y a des choses sur la table qui sont en cours et qui sont toujours avec ce domaine sport-éducation. Super. Deuxième question, c'est où? Je vois pas le micro. Merci. Bonjour Edouard, merci pour ce partage. Bonjour. Très inspirant. Moi, j'avais une question, c'était par rapport à la finale de la Ligue des Champions. Comment Chelsea a abordé cette finale sur la préparation mentale? Voilà, c'est quoi le discours dans les vestiaires? Bonjour, c'est une bonne question. La finale de la Ligue des Champions, je pense que personne n'attendait Chelsea à ce niveau de la compétition. Très peu de gens nous donnaient gagnant contre Manchester City, qui est une des meilleures équipes depuis les 4 ou 5 dernières années. On a vraiment abordé cette compétition avec aussi le changement de coach au mois de janvier, comme des... j'allais dire... comment on dit ils disent underdog en Angleterre. Je ne sais pas comment on traduit ça. Je sais pas non plus. Mais, underdog, vous avez compris. Outsider. Il nous a dit vraiment de vivre ça comme des outsiders, de jouer notre chance à fond. C'est la semaine de la préparation de la Ligue des Champions. On s'est vraiment refermé sur nous-mêmes, sur notre groupe, vivre ce moment à fond entre nous. Et le jour du match, on pouvait sentir l'adrénaline et la pression tout autour de ce match. Et quand on se regardait dans les yeux, on savait qu'on allait faire quelque chose de grand tous ensemble. Et c'est ce qu'on a fait. Bravo. Une question là. Bonsoir, déjà je me présente rapidement, je m'appelle Sinifa, mais je suis professeure d'anglais et également entrepreneur, donc actuellement je travaille pour AdCoins à Station F en tant que UX designer. Bonjour. Mais, enchantée déjà, merci pour cette présentation. J'ai une question notamment pour toi, Edouard, mais d'abord je veux parler en tant que professeure et en tant que Sénégalaise, merci déjà, c'est quelque chose qu'il faut dire.
Nous sommes d'accord. Franchement, t'es un pur Ngaïndé, comme on dit, et Dieu le Dieu. Merci. Merci beaucoup. Ah, quand même, ça, il fallait... Dieu le Dieu. Enfin, je voulais te poser plusieurs questions, mais je vais essayer de le faire très très rapidement parce que je pense que le temps est limité. Donc, dans un premier temps, est-ce que ça t'intéresserait, toi, d'intervenir à Argenteuil, dans mon lycée, auprès des jeunes? Je ne sais pas si tu connais cette ville, mais on a des vrais fighters. Donc, c'est un peu stigmatisé. Après, bien sûr, je pourrais revenir vers toi ultérieurement si tu as le temps. Mais voilà. Ensuite, deux secondes questions justement par rapport à l'apport au Sénégal, parce que je ne sais pas si tu sais quel est l'engouement derrière, quelle fierté justement on a. Enfin, donc toi, la question logique qui se pose, c'est quelle plus-value pour, quelle a été la plus-value pour toi lorsque tu as rejoint l'équipe du Sénégal? Parce que c'est vrai que tu es d'origine sénégalaise, néanmoins tu as grandi en France, enfin... Voilà, donc ce serait intéressant aussi que tu creuses sur cet aspect-là. Et enfin, un dernier point, je m'étais promis de poser la question. Il y a une lucarne à l'extérieur, donc c'est une lucarne qui a été posée, et cette lucarne, elle a été posée pour créer de la cohésion justement dans les quartiers. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Oui, je connais. Et je m'étais promis de te poser cette question. Est-ce que tu veux bien tirer? Voilà. Mettez la pression là. Je vais tirer ou pas? Ça veut dire moins de questions, par contre. Donc sur ce que m'a apporté le Sénégal, énormément de choses. Franchement, de rejoindre l'équipe nationale du Sénégal, je pense que sportivement, c'est la meilleure décision que j'ai faite de ma carrière de footballeur. Parce que arrivé là-bas, j'ai pu voir à quel point les gens étaient heureux, à quel point les gens aimaient le football. Et ça m'a permis aussi de voir l'impact et la puissance du football en Afrique. C'est vraiment une terre de foot où vraiment les gens respirent que par le football. Et on a pu le voir dernièrement avec notre pays qui a remporté la première Coupe d'Afrique de son histoire. Mais les gens sont vraiment heureux. En plus, c'était arrivé à un moment où voilà, le pays était un petit peu instable. Et on a pu voir à quel point le football pouvait effacer tout ça, où les gens étaient vraiment heureux. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Donner du plaisir aux gens, leur faire oublier leurs problèmes le temps d'un instant, ça, c'est quelque chose qui ne s'achète pas. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé en Afrique. Bravo. Yes. Yes, salut, bonsoir du coup Edouard. Adil Mania pour Startup au Calme, le média des jeunes entrepreneurs. Et tu l'as dit toi-même, tu croyais pas trop à plein de, on va dire à toutes les expériences que tu as eues. Moi, je suis un grand footix et j'arrive pas à croire que je suis en train de parler à Edouard Mendy quand même, le meilleur gardien du monde, le type que je vois à la télé et tout. Par contre, je suis un supporter du Real Madrid, donc désolé. Voilà. Voilà. Pour ça. Et j'ai une question qui n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat. Désolé Roxane pour ça. Mais du coup, juste avant toi, sur scène, il y avait les deux cofondateurs d'Otakos. Du coup, la première question que j'ai, est-ce que tu prends du Otakos ou pas? Voilà, je pense que ça peut être archi cool pour eux. Et la deuxième, en tant que sportif haut niveau, j'imagine que tu as un régime alimentaire. C'est quoi le tien? Bon, déjà, tu es supporter de Madrid. Bon, ils nous ont battus cette année, mais on les a battus l'année dernière. Donc, voilà, on est quitte. Ensuite, Otakos, je connais, mais c'est pas quelque chose qui s'est exporté à Londres, donc j'ai pas le bonheur d'y goûter. Mais je suis en vacances, donc peut-être que je ferai un petit crochet là-bas.
Et pour finir, oui, bien sûr, surtout quand vous jouez à ce niveau-là, où vous avez plus d'une 60aine de matchs par an, vous êtes obligé d'avoir une hygiène de vie irréprochable. Vous devez faire attention à ce que vous mangez, vous devez faire attention à ce que vous buvez, à combien de temps vous dormez. C'est vraiment le travail invisible. Il y a beaucoup de gens qui ne le voient pas. Les gens voient beaucoup la finalité, c'est-à-dire le match. Mais il y a toute une préparation. Il y a tout un travail sur le terrain, à l'entraînement, mais aussi en dehors. Comment on récupère, comment on dort, comment on se prépare pour le prochain match. Et il y a aussi l'aspect mental, parce qu'on fait un métier qui est très dur physiquement, mais aussi mentalement. C'est une remise en question quotidienne. C'est des efforts au quotidien. Et souvent, les gens n'y pensent pas, mais ce n'est pas leur faute, parce que, comme je l'ai dit, les gens, ce qui les intéresse, c'est la finalité, le match. Mais c'est vraiment un travail de toute heure et au quotidien pour rester au top niveau toute l'année. Il y a des micros déjà distribués. Bonjour Edouard, merci. Question rapide, concernant la start-up sur laquelle tu as investi, quels critères ont fait que ça a penché sur la balance et que tu t'es dit ok, j'y vais, j'ai confiance, je sais qu'on peut aller loin avec cette start-up? Merci. Beaucoup de choses. Déjà, tout d'abord, les gens qui sont autour de moi, comme je le disais tout à l'heure, c'est d'être bien entouré, c'est très important. Mais les gens qui sont autour de moi ont veillé à ce que justement cette entreprise soit OK sur tous les points. Et que ce projet soit aussi à mon image. Ensuite, moi, il y a le fait que, comme je l'ai dit, l'éducation, c'est très important pour moi. Et là, de trouver un moyen d'instruire les enfants tout en ce qui prenant du plaisir, c'est quelque chose qui m'a tout de suite captivé. Et tout de suite, tout à l'heure, on a été à Drancy, donc on a pu voir en live comment les enfants s'en servaient, comment ils réagissaient à ça. Et quand vous voyez que les enfants prennent du plaisir tout en s'éduquant, vous comprenez que vous avez fait un très bon choix. Et de suite aussi par rapport à Powers, c'est une entreprise, surtout par rapport à cette application, qui est gratuite, où vous avez, le choix de faire des dons, mais à aucun moment, il vous est facturé quelque chose. Donc ça aussi, ça fait la différence. Qui a le micro? Ici. Bonsoir Edouard, bonsoir Roxane. Moi c'est Ali, start-upper à Station F également. Je voulais revenir sur ton histoire du début et je voulais savoir ce qu'était devenu ton pote de Cherbourg. On me l'a jamais posé, c'est une bonne question ça. On est toujours en contact. Il fait sa vie sur Bordeaux. Avec le Covid, malheureusement, quand j'ai signé à Chelsea et que les stades ont été réouverts, je l'avais invité pour qu'il vienne voir la finale. Mais à cause des restrictions, il n'avait pas pu. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup compté dans mon histoire, qui comptera toujours. Et comme je l'ai dit, il fait partie de mon entourage, des gens qui ont été et qui sont bienveillants pour moi. Donc c'est quelqu'un qui pourra compter sur moi jusqu'à la fin de sa vie. C'est moi. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Edouard, bonsoir Roxane. Donc moi je me présente, je m'appelle Loubna Benseba et je suis un QB aussi à Station F et je suivis le programme des déterminés. Donc moi j'ai deux questions très rapidement. Je fais un lien tout simplement entre l'entrepreneuriat et le sport. Moi j'ai déjà fait aussi du sport très longtemps, enfin différents sports.
Toi, quel conseil tu donnerais du coup à nous, entrepreneurs qui sont ici dans la salle, pour justement entretenir notre mental? Parce que justement, tu as répondu rapidement par rapport à une question juste avant, mais du coup, quand on entreprend, c'est très sportif, mais c'est aussi très mental. Est-ce que toi, tu as une préparation justement qui te permet d'entretenir ton mental, ton physique, et que tu peux donner ce soir ici à tous les entrepreneurs qui sont là et à moi-même? Et deuxième question, ça c'est un peu plus personnel. Qu'est-ce que tu dirais au Édouard d'il y a 20 ans? Enfin, je ne sais pas, tu as quel âge, désolé. Mais quand tu avais 10 ans, ou celui qui avait plein d'étoiles dans les yeux quand il pensait au foot. Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, ou qu'est-ce que tu lui dirais tout simplement avec toi, ton parcours aujourd'hui et le recul que tu as? Merci. Pour la première question, est-ce que tu peux répéter la première question parce qu'elle était longue? Je te jure. C'était sur la. Je parle beaucoup. C'est le lien. Ouais, c'est ça. Merci. Ouais, c'est le lien entre le sport et l'entrepreneuriat. Et quels conseils tu peux nous donner pour entretenir tout ça? Ok, d'accord. Moi, le lien que je ferais entre le sport et l'entrepreneuriat, déjà, je pense que c'est d'avoir un projet et se donner les moyens de réussir ce projet. De vraiment, si on a la foi, de se donner tous les moyens de réussir. Ensuite, l'entourage, je pense que c'est plus que primordial d'être bien entouré pour pouvoir justement développer son projet ou développer ses idées. Et ensuite, après, tu me disais, moi, par rapport à moi, mentalement, ce qui m'aide à moi, en dehors des matchs, comme on a un rythme assez soutenu et on joue tous les 3 jours, je fais beaucoup de relaxation, beaucoup on pourrait appeler ça yoga, mais c'est vraiment quelque chose qui me permet de me détacher, de me recentrer et de préparer les grosses échéances que je peux avoir en l'espace de 3 jours. Ah oui. Oui, les conseils pour... Elle était longue. Hein. le petit Édouard. Ouais, non, parce que ce que je lui dirais, c'est que je lui dirais de continuer à rêver, continuer à espérer être un jour un footballeur dans les grands stades et qu'il y a de belles choses qui l'attendent. Super. C'est la dernière question. Et le micro, il se balade quelque part, non? Dernière question. Better be good. Merci. Compte sur toi. Merci beaucoup. Je m'appelle Montasser, je suis représentant du Fighter Programme deuxième promo. Et mon ambition, c'était de changer l'image du handicap dans le monde. Et aujourd'hui, on a réussi parce qu'on a créé le Pokémon Go de l'emploi. Vous marchez, ça vibre et vous trouvez un recruteur autour de vous. On est seul dans le monde à faire ça. Je parle vite parce que je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps. Je voulais vous remercier. C'est pas grave. Je voulais vous remercier déjà et remercier votre entourage. Et je voulais savoir comment on fait pour faire évoluer son entourage, parce que je pense que la famille, ça bouge pas, on connaît. Mais comment on fait pour justement garder le bon entourage? Et c'était ça ma question. Et merci pour tout ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui. Merci beaucoup. Je pense que c'est une très bonne question. Comment on fait évoluer son entourage? Déjà, comme tu l'as dit, la famille, ça ne bouge pas. Ça, c'est clair. Surtout si ce sont les seules personnes qui sont avec toi depuis le début, qui te connaissent. Donc, c'est vital, si tu veux avancer, d'être avec la famille. Ensuite, je pense que c'est important de parler, d'échanger, de vraiment communiquer avec les gens pour savoir si c'est possible d'avancer ensemble ou pas. Vraiment essayer de savoir ce que la personne peut t'apporter, ce que la personne envisage et la façon de voir les choses. Je pense que c'est très important de discuter et d'évoluer avec cette personne au niveau de ses points. Et après, bien sûr, il y a des choses que vous vivez ensemble ou pas qui vont faire que
vous direz, bah, oui, cette personne, je peux aller à la guerre avec elle ou pas, quoi. Super, bon, ça c'était la dernière question. Edouard, c'était un plaisir et je dois aussi dire bravo parce que tu es arrivé là où tu es avec autant de sincérité, humilité, c'est vraiment exceptionnel. Merci beaucoup d'avoir accepté de passer ce moment avec nous. Merci beaucoup, Roxane.